Bon, bonjour, donc toi, je vais parler d'un sujet pas tout à fait mon sujet principal d'activité, mais que j'ai développé un peu par accident. Je suis bordelais d'origine et je me suis fait rattraper par cette origine. On m'a proposé de faire quelque chose sur le changement climatique à la région, il y a déjà 4 ou 5 ans. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était un travail qu'on a d'abord appelé un GIEC régional. Et de fil en aiguille, il y a beaucoup de choses qui me sont apparues comme relativement importantes dans ce travail qui de plus en plus m'occupe et qui est consacré au départ à l'adaptation sur le changement climatique, mais peut-être une vision qui dépasse aussi un peu l'adaptation. Alors, j'ai essayé de présenter les choses dans un ordre logique et pas chronologique, donc ça c'est une présentation que j'ai faite devant les instances régionales. On a fait 2 rapports, un en 2013, un qui a été proposé justement à la région, à La Rochelle, la semaine dernière. Il y avait plusieurs centaines de personnes, pas beaucoup d'élus, mais énormément de gens des différentes instances techniques de la région. Alors, le travail s'est organisé autour d'un comité. Alors, ce comité, il a d'abord été informel. Pour le premier rapport sur le changement climatique, c'était un groupe de gens qui se sont réunis un peu spontanément autour de ces enjeux climatiques au niveau régional. Et puis ensuite, il a été organisé. Et bien sûr, le problème des objectifs et des buts d'un travail comme celui-là était dès le départ essentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de travailler spécifiquement à une échelle régionale? Je voudrais en dire un mot. Alors, je vais présenter les transparents peut-être un petit peu différemment. Non, il n'y a pas de slide. Je vais rester sur cette slide que je vais montrer ensuite. C'est les 2 rapports, je vais en dire un mot. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense qu'un travail sur la région, c'est quelque chose qui est important? C'est parce qu'il y a peut-être 2 raisons majeures. La première, c'est que, on l'a déjà dit, on va se retrouver confronté à des nécessités de choisir dans le futur. On a, quelqu'un l'a dit de manière très claire, on a des choix devant nous, ces choix on ne peut pas les faire. Et je crois que plus on avance dans ce problème climatique, on émet des quantités de gaz à effet de serre qui sont énormes. On dit qu'il faut avoir réagi en diminuant les émissions de gaz à effet de serre de manière drastique d'ici 20 ans, si on veut rester sous les 2 degrés. Donc 20 ans, c'est presque rien. C'est pour ça que la représentante de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique dit qu'il faut faire un programme sur 3 ans. Donc les échéances se sont rapprochées considérablement. Et on sait qu'on va devoir s'occuper du climat, s'occuper de la biodiversité, s'occuper des problèmes sociaux, s'occuper aussi de pollutions à long terme, qui sont des pollutions qu'on a le devoir de respecter. Et comme on n'arrivera pas à tout faire, trouver une manière de comparer ces problèmes. Notre manière de le dire, c'est que je crois qu'on n'ira pas très loin aujourd'hui si on n'est pas capable de mettre un visage un peu précis sur ce que ça représente, un risque climatique. Et ce qu'on a voulu faire, c'était donc essayer de documenter ce risque climatique sur notre région. Alors, il y a une limite évidente à cela, c'est que, bien sûr, la région Aquitaine, comparée à d'autres régions en Afrique, ailleurs dans le monde, c'est pas la plus pauvre, et au niveau social, les problèmes qu'on a sont pas des pays, des problèmes d'eau fortement. Il y aura qu'il y en a aussi en Aquitaine. Là en Aquitaine, c'est des problèmes de vin qui sont d'un autre ordre. Donc, on ne peut pas prendre ça pour un modèle absolu. Néanmoins, ce dont on s'est rendu compte au fil du temps, c'est qu'il y a une valeur d'école sur le travail que l'on peut faire sur une région qu'on connaît. Parce que c'est une région sur laquelle on doit argumenter. D'abord, on a un lien affectif fort, donc on a vu un phénomène d'entraînement très fort autour de ça. Et puis ensuite, on est confronté à cette nécessité des choix de manière très directe. Là où
on peut parler dans d'autres contextes de choix qu'on va arbitrer dans le temps, au travers de négociations. Il est au niveau local extrêmement simple. Est-ce qu'on met sur la partie de la forêt qui a été coupée par la tempête d'Intia, est-ce qu'on remet ou pas une centrale solaire, ou est-ce que c'est mal par rapport aux arbres qu'on doit laisser repousser? Enfin, des choix qui peuvent être extrêmement concrets. Et de ce point de vue-là, et j'y reviendrai à la fin, il y a une valeur un peu d'école. Alors, on a entendu dire ça, j'ai même entendu dire en gascon la première fois, c'est l'universel, c'est le local sans les barrières. Et je pense que c'est un petit peu l'esprit de ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire on prend une région, et puis on s'en sert comme d'un modèle, et bien sûr, ça n'est extrapolable que si on veut avoir le regard large par rapport à ça. Alors, voilà, donc on a fait ces deux rapports. La première chose qui m'a frappé quand on a fait ces deux rapports, c'est la quantité de personnes qui ont été intéressées et la quantité d'informations qu'on a pu rassembler. Alors, justement, on parle toujours du changement climatique, de ses conséquences, on l'évoque au travers de paramètres extrêmement intégrés, qui sont ceux que nous donne l'échelle globale d'une physique globale, je parlais de lié au gaz à effet de serre. Le premier rapport, on a eu à peu près 150 personnes qui ont participé. Le deuxième rapport, qui se veut un complément, j'y reviendrai, il y a à peu près 400 personnes qui ont participé au rapport. Et pour toutes ces personnes, il y a quelques relecteurs qui peuvent être parisiens ou j'allais dire pire, toulousains, mais c'est juste pour m'amuser. C'est pour l'essentiel quand même des gens du cru. Hein, c'est des personnes qui sont chefs d'équipe dans des domaines que je vais montrer. Donc il y a une information colossale qui n'est en fait jamais rassemblée. Moi, c'est ma première chose qui m'a frappé. J'y reviendrai parce que je pense que finalement, on a un peu dans l'étude qu'on fait du problème climatique, une conscience progressive, une sorte de trou dans la raquette. On a énormément d'informations à la grande échelle, à l'échelle qui est celle du projet Copernicus, des projets qui mesurent vraiment l'évolution des paramètres, les variables climatiques essentielles, comme on les appelle. On a aussi beaucoup d'informations sur des projets qui sont des projets spécifiques, et c'est de ça qu'on a tiré nos volumes. Comment fonctionne tel ou tel type quels sont les dangers sur tel ou tel type de batracien, quel ou tel type de pratiques agricoles, etc. Donc et cette information, on a du mal à la rassembler, elle est rarement rassemblée, mais il y a beaucoup de gens qui la portent et beaucoup de gens qui la produisent, et on n'en fait pas un usage énorme dans le contexte du problème climatique. Alors, je sais pas comment ça passe ou pas, comme ça. Voilà, alors l'autre point qu'on a eu à décider, ça c'est comment se situer par rapport à... On essaie de faire un travail qui est un petit peu différent du travail scientifique habituel. On est parrainé par le conseil régional, par une instance politique, donc on a beaucoup insisté pour être absolument indépendant, et c'est une des choses qui a fait fonctionner le travail, c'est qu'on a eu tout le temps la région, et c'est grâce à son président, Laroussé, grâce à des personnes aussi qui nous ont beaucoup aidé à une livre assez remarquable, une indépendance complète, c'est-à-dire qu'on a pratiquement toujours travaillé, on a fait le conseil d'une vingtaine de personnes souvent, qui se sont réunies assez fréquemment, mensuelles à peu près, et avec presque toujours dans la salle une personne du conseil régional, écoutée. Alors, il y a eu des conséquences sur les thèmes de recherche qui ont été favorisés par la région, par exemple, des thèses, mais il n'y a jamais eu une incitation pour changer un mot dans les textes qu'on a pu faire. Alors, du côté de la région, il y a énormément mais j'y reviendrai rapidement ensuite, de lieux de décision, et ça c'était notre surprise de voir à quel point toute la décision sur ces problèmes environnementaux était extrêmement complexe, morcelée, je vais revenir après, avec des comités de toutes sortes. Et cette comitologie, c'était une des choses les plus compliquées qu'on a eu à appréhender, la comitologie au niveau de la région, qui dérive de comitologie à d'autres niveaux. Voilà.
Voilà, alors juste les thèmes, pour passer en revue rapidement ces thèmes. Donc on a essayé de faire une revue de toute la vulnérabilité de la région, en allant de thèmes qui étaient des thèmes génériques, hein, donc les échelles de temps, les échelles d'espace. Le climat d'une région, il est très contraint par ce qui se passe ailleurs. Hein, alors, c'est un calcul qui est même fascinant, je ne le fais pas face au grand public, mais quand on dit qu'on a 1,5% des émissions françaises au-dessus de nous, des émissions de gaz à effet de serre au-dessus de nous qui sont françaises et le reste vient d'ailleurs, on fait le même calcul sur une région, même une très grande région comme la région Aquitaine, on arrive à 1 millième. Donc l'autopollution en termes de gaz à effet de serre de l'Aquitaine, c'est de l'ordre du millième. Elle est contrainte complètement par ce qui se passe à ses frontières. Donc le fait régional, c'est un fait différent. C'est parce que c'est l'endroit où on vit, on travaille, il y a des collectivités, il y a des définitions. On dit que tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre relève de l'habitat, du transport, des filières agricoles. Bon, tout ça, c'est des choses qui se définissent quand même largement à l'échelle régionale et qu'on a le devoir d'examiner dans ce domaine-là. Quand on parle d'équilibre carbone, d'ailleurs, c'est quelque chose d'un peu difficile, parce que, effectivement, le carbone, sur une région, vient de partout ailleurs. Hein, partout ailleurs, et ensuite, on essaie d'établir un équilibre, on doit établir, mais c'est un équilibre avec des choses qui viennent d'ailleurs, et ce que peut faire une région, c'est essayer de jouer avec ses atouts pour faire des économies, dans un premier temps, qui soient des économies qui soient favorables, et qui s'articulent avec une politique d'adaptation. Donc l'atténuation et l'adaptation sont des choses qui sont... Alors vous voyez, je ne vais pas relister tout ce qu'on a pu faire ici dans le premier rapport. Le deuxième rapport est un complément. Alors vous avez ici un peu la manière dont ça s'est articulé. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire dans le premier rapport, tout simplement pour faute d'information. Le chapitre sur l'urbanisme, on a eu énormément de mal à le faire. L'urbanisme, tel qu'on a pu le voir dans les milieux académiques, passer par les écoles d'architecture, toujours un urbanisme basé sur l'atténuation. Comment est-ce qu'on peut avoir des bus de la région, en fait, c'est pas les bus de tout le monde, mais qui roulent avec les... donc c'est les instances politiques qui font un petit peu la publicité de leur fonctionnement, à elles, instances, sur les problèmes d'atténuation. Mais comment on évite des îlots de chaleur, comment on construit un urbanisme, tout ça, on a trouvé très peu de choses. Et dans le deuxième rapport, on a commencé à être. Ce qu'on a essayé de mettre, alors, vous voyez, il y a des milieux vulnérables, et ces milieux vulnérables, c'est soit des milieux économiques, soit des milieux naturels. Donc, sur tous ces domaines-là, on a essayé de pointer du doigt des problèmes, des enjeux. Alors, ces enjeux, peut-être en dire quelques mots sur 2-3 domaines rapidement pour voir un peu le genre de choses qu'on peut conclure de ce type d'études. Par exemple, la pêche, on a été... c'est un travail qu'on a fait parce que on l'a choisi un peu comme exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire en tant que climatologue, sans entrer dans le domaine du conseil il y a des choses factuelles. Les bancs de poissons se déplacent, le tonnage des bateaux, c'est ce qu'il est. Si les bateaux veulent aller à la poursuite des bancs de poissons, il faut savoir si on change leur tonnage ou pas. On peut poser des problèmes de manière extrêmement factuelle, finalement. Ça affecte aussi assez loin, en aval. Il y a par exemple un bouchon vaseux dans l'estuaire de la Gironde qui est la conséquence directe, apparemment, du fait que le débit de la Garonne et de la Dordogne a commencé à changer. Donc on voit que le système change de manière assez large. Alors on peut prendre d'autres entrées, la qualité de l'air. On a toujours une notion systémique. Alors, si on essaie de pousser un tout petit peu le raisonnement, dont je vais m'écarter, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire aussi sur le littoral, sur beaucoup de zones. On a des littoraux très différents les uns des autres. Il y en a qui sont directement submersibles, comme ici les bords de la Gironde, avec ici le château Margaux, que je ne vous ai jamais montré, qui sont des régions directement menacées, puis des choses qui sont beaucoup plus complexes, les littoraux sableux
avec l'évolution du trait de côte, qui sont différents encore de tout ce que sont les pertuis charentais, qui sont derrière les îles. Donc il y a beaucoup de choses à dire que pour l'aspect du temps, je ne vais pas développer. Mais on peut essayer de voir en quoi ce qu'on peut dire sur les aspects systémiques. Et là, on se heurte à un problème qui est aussi quelque chose qui nous a frappé, c'est que finalement, on n'a pas tout à fait les données pour aller très loin dans cette analyse. Alors, je vais essayer d'illustrer ça en quelques slides, et puis je conclurai après. Vous avez ici les variations de température sur l'Aquitaine, qui en fait reproduisent à peu près les variations de température sur l'Europe. À partir des années, donc là on va des années 50 aux années 2015, on a une augmentation qui est une augmentation très marquée à partir des années marquée sur la période. Alors ça fluctue, hein, mais on voit que par rapport à une moyenne, les dernières années sont nettement plus chaudes en moyenne. Il peut y avoir des exceptions, mais en moyenne c'est le cas. Les variations de précipitation sont moins marquées et sont plus difficiles à analyser. Et le fluctuation est quelque chose on sait que c'est un peu plus erratique que le signal et qu'on a du mal à analyser. Par contre, on a des risques qui se manifestent clairement, ce sont des risques de sécheresse agricole. Alors pourquoi est-ce que ça suit plutôt la température que la précipitation? Parce que la température, c'est de l'évaporation, et que les sécheresses, très certainement, proviennent de ces situations-là. Alors, on peut se poser la question, sur un territoire comme celui-ci, si on arrive à repérer des épisodes de sécheresse fréquents, et qu'on s'intéresse à ce que le climat peut avoir comme impact sur les activités économiques. C'est-à-dire, après chaque sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur... je pense aux batraciens, parce qu'il y a un groupe spécial qui s'intéresse aux batraciens, qui est un peu dans le périmètre du conseil régional, et qui a beaucoup insisté pour la partie de tout ça. Mais toutes sortes de choses sur je sais pas, les espèces invasives, la qualité de l'eau dans le bassin d'Arcachon, la qualité des huîtres, etc. Enfin, tout ce qui peut être... on pourrait se demander si toutes ces sécheresses ont les mêmes conséquences, par exemple. C'est une question finalement simple de gestion de la région. Est-ce que c'est des conséquences semblables? On n'a pas les données. On n'a pas les données. Les données existent dans des bases de données qui sont extrêmement difficiles à connecter pour le moment les unes avec les autres. Alors, aujourd'hui, on a fait ces rapports. On a des questions, mais on voit que ça a suscité beaucoup d'intérêt. On est content de ce point de vue-là. On est loin ça ne veut pas dire que toute la population, brusquement, connaît le rapport à Climatera, mais ça veut dire quand même que le premier rapport à Climatera est sorti en même temps que, à peu près un petit peu avant que le dernier rapport du GIEC. Et j'ai eu autant de coups de téléphone et d'appels pour Climatera que pour le rapport du GIEC, même un peu plus, je pense. Donc le fait local, c'est un fait quand même, qui fait que les gens sont intéressés. Et je pense que par rapport à ce qui, pour moi, est majeur, c'est-à-dire le niveau d'incompréhension des enjeux scientifiques par une partie énorme de la population, qui ne savent pas ce que c'est que l'effet de serre, qui ne comprennent pas bien les enjeux, je crois que c'est un vecteur d'éducation qui est important, cet intérêt que suscite le fait local. Donc on a essayé de travailler ça. On a essayé de... Donc aujourd'hui, on essaie de regarder ce que sera la suite de la Climatera dans deux directions, finalement. La direction que je disais sur mieux comprendre ce que sont les images du climat futur, en affinant, en fait, en créant des bases de données régionales, en essayant de travailler ces bases de données régionales, donner quelque chose qui s'échappe d'un catastrophisme simple. Le changement climatique, ce sera ce genre de choses. Et on peut les comparer à d'autres risques. Donc ça, c'est une première mission qu'on s'est donnée. La deuxième mission, c'est justement une mission plutôt de type éducatif. Donc on est allé beaucoup, avant le deuxième rapport, là je ne suis pas allé, là, je suis resté à Bordeaux, mais dans d'autres villes de la région, je vais à Pau aussi.
pour interroger les associations, qu'est-ce que vous attendez d'un rapport sur le changement régional. On a eu pas mal de retours, et on va revenir, on va faire dans les mois d'octobre-novembre, il est prévu des tournées qui seront combinées avec les tournées du train du climat sur la région Aquitaine pour justement essayer de proposer des réponses. Voilà, je vais rester là. Merci beaucoup justement pour cette application locale. Ce matin, on discutait du GIEC, donc il se demandait ce qu'on pouvait faire à l'échelle du territoire. Donc, je pense que tu nous apportes quelques éléments. Donc est-ce qu'il y a des questions sur... Oui. C'est plus un commentaire qu'une question au sujet du millième. Moi, finalement, ça m'épouvante pas tant que ça. S'il y a seulement 999 autres régions qui font le même boulot que vous, on est bon, quoi, il me semble. Voilà, moi, ça ne m'épouvante pas de le donner dans une assemblée comme celle-ci. Ouais. Par contre, face au grand public, c'est quelque chose qui est délicat. On dit, voilà, il faut prendre votre vélo, il faut faire des petits gestes, il faut faire ceci. Ouais. Mais vous dépendez de 990 autres personnes. Enfin, voilà, c'est assez difficile à porter comme parole sans un travail éducatif préalable important. J'ai une question. Est-ce que la réflexion va jusqu'à proposer, réfléchir des mesures d'adaptation? Est-ce que ça pourrait être l'adaptation à l'échelle du territoire et par secteur? Oui, alors c'est ce que j'ai pas, parce qu'on m'a dit, enfin, le temps est limité. C'est moi qui t'ai dit en plus. Donc, oui, moi j'ai donné juste l'exemple sur les bateaux. Enfin, alors ça, je ne peux même pas pousser jusqu'au bout. C'est des recommandations sur des droits de pêche modifiés. Donc, comment après sur l'eau, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses. Alors, pour moi, c'était une expérience de vie hein, que j'étais amené à Barcelone du Gers. C'est Barcelone du Gers, mais c'est un lieu où le débat sur l'agriculture plus ou moins irriguée, avec des barrages ou pas, est très présent. Donc, dès qu'on se présente comme un lieu de réflexion régionale sur ces problèmes-là, on a la question, qu'est-ce que vous pensez de l'irrigation? Donc, bien sûr, on n'en pense rien en termes de mesures, mais on en pense beaucoup en termes de ce que ça représente. Donc, l'idée générale qui a été développée dans le rapport, c'est de dire l'eau, ça doit être un moyen d'avoir une politique sur une région en fonction de l'objectif qu'on se donne. Il ne s'agit pas de satisfaire seulement des intérêts. Voilà. Donc, dès qu'on rentre là-dedans, on est obligé non pas de prendre position, mais d'essayer d'objectiver les choses en fonction de questions qui nous sont posées. Voilà. C'est ce qu'on voudrait en fait. Les questions qui nous sont posées nous permettent d'objectiver les choses en tant que scientifique de manière un peu différente. Je me demandais si vous pouviez préciser la différence d'expérience dans la réalisation de l'expertise entre l'expertise GIEC et cette expertise-là, qui est une expertise qui est beaucoup plus ancrée localement. Est-ce que vous avez procédé de la même manière? Qu'est-ce qui a été différent en tant qu'expert? J'ai l'impression que notamment vous avez probablement compilé des données, été chercher aussi, vous avez été davantage sur le plan de la recherche, peut-être par rapport à ce qui est fait au GIEC, je ne sais pas. Je pense que on s'est inspiré, enfin, on m'a proposé de faire quelque chose sur l'Aquitaine, j'ai pensé au GIEC, donc j'ai commencé par là. La différence énorme, c'est que c'est des terrains qu'on connaît. Cette région, je ne la connais pas par cœur, mais je la connais quand même très fortement, très intimement. Donc, donc le lien affectif même par rapport à ce qu'on discute est très, très différent, c'était partagé. L'autre différence, c'est que sur un domaine régional, il y a une chose qui est plus facile, c'est l'interdisciplinarité. Finalement, on s'est retrouvé très vite à faire un comité d'une vingtaine de personnes, sans mal, sans avoir besoin de chercher, de trier. C'est des gens qui étaient volontaires. On a retrouvé un petit peu toutes les disciplines. On a pu se réunir régulièrement, amical, et de ce point de vue-là, il n'y a pas trois groupes, par exemple. Tout de suite un seul groupe. Et l'autre
différente, c'est la relation extrêmement forte, effectivement, à des demandes de personnes qui sont décisionnaires, qui veulent l'être. On a eu dès qu'on s'est présenté comme un groupe climatique régional, il y a la FNSEA qui a demandé à être reçu. Donc d'un coup, on plonge dans quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est... Bon, on a absolument là mis non pas des barrières, on n'a rien refusé, mais des contraintes. On a eu une longue discussion sur ce que notre statut de scientifique nous permettait de faire et nous interdisait de faire. Non, mais juste pour être rapide, ça fait sortir quel type de préoccupation dans une région comme Aquitaine? Le devenir du vin de Bordeaux, l'incendie de la forêt des Landes, quel type de préoccupation qui se ressort? Moi, je peux lister ça. Oui, ça c'est une liste. Donc la pêche, on a un petit peu parlé. L'agriculture, il y a plusieurs filières. Il y a derrière le vin, bien sûr, mais il y a toute une agriculture qui est une agriculture de type arboricole, souvent, tout ce qui est la Lot-et-Garonne, avec beaucoup d'arbres fruitiers.